Que sur notre site d'animation que l'agence d'urbanisme porte depuis le mois de septembre. Juste un petit point d'information, notamment pour les élus et les techniciens qui n'ont pas suivi les autres ateliers, pour vous expliquer ce qu'est cet atelier, surtout ce qu'il n'est pas. Nous avons eu au mois de septembre une plénière d'ouverture qui a présenté les grands éléments du commerce de demain en centre-ville. Nous avons ensuite eu quatre ateliers thématiques qui ont présenté la question des centres-villes par rapport aux fonctions de celles-ci, que ce soit au niveau habitat, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau équipement. Nous avons ensuite eu un travail au deuxième atelier sur les zones commerciales, c'est comment on va réenchanter nos zones commerciales. Nous avons aussi eu un atelier sur la question des centres-villes en tant que tels, et un atelier sur l'innovation de services pour booster nos commerces en centre-ville avec un travail spécifique de co-construction, comme on le fera tout à l'heure. Monsieur David Lestou, expert commerce, qui nous assiste et qui va vous présenter les premiers grands éléments sur les nouveaux défis du commerce rural. L'idée, c'est pas de faire une présentation ce soir du commerce de demain multithématique, mais approfondir la thématique sur le commerce rural. Voilà. Je vous laisse la parole, David. Merci et bonsoir. Effectivement, donc on va parler de commerce rural ce soir avec finalement une soirée là, sur 2 heures globalement qui va s'organiser autour des thématiques suivantes. Alors on a déjà glissé un peu dans le timing. Donc, dans un premier temps, je voudrais partager avec vous, comme je l'ai fait sur chacun des ateliers, quelques éléments de réflexion pour essayer d'imaginer ce que sera que le commerce rural. Ensuite, je crois que c'est toujours bien, on l'a fait la dernière fois, travailler sur des cas concrets. Là, on va parler de commerce dans les plus petites communes. On va parler de derniers commerces, on va parler des derniers commerces alimentaires. Et on prendra le cas d'une collectivité qui nous a consulté en disant « Tiens, qu'est-ce que je devrais faire comme dernier commerce ?» Alors on n'a pas pris de collectivité du territoire, c'est une collectivité dans la région Centre-Val de Loire, dans une charmante commune du Loiret, et je vous expliquerai le brief comme l'a fait le maire. Et puis comme la dernière fois on s'était mis en petits groupes, je vous proposais de vous répartir en 3 groupes, 3 ateliers, pour dire bah tiens, face à la problématique qui nous est proposée, et à partir des idées aussi que je vous aurais suggérées en amont, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme commerce de demain dans une commune de moins de 2000 habitants, moins de 1500 habitants en l'occurrence ici, où automatiquement c'est un peu plus compliqué, c'est peut-être un peu moins naturel de fonctionner, d'avoir un commerce attractif. Il va falloir là aussi innover, puisque comme Alain le rappelait, sur tous les ateliers, on avait un mot-clé, l'innovation, et sur tous les ateliers, on avait un sujet, c'est que le commerce de demain, il ressemblera certainement pas au commerce qu'on a connu hier, ou même à celui d'aujourd'hui. On est vraiment dans une grande phase d'innovation. Donc on prendra ce temps là de globalement une demi-heure, 3/4 d'heure pour imaginer le multiple rural, le commerce multiservice de demain. Et puis on ira ensuite sur la fin de l'intervention, sur une intervention de Fanny Liénard de Pas-de-Calais Active qui nous expliquera comment la structure accompagne aussi la création de nouvelles entreprises, en l'occurrence de nouveaux commerces, dans une phase beaucoup plus après la définition du projet, comment on fait pour que tout ça fonctionne. C'est aussi important de mettre en perspective toute la question des financements qui peuvent être à disposition des porteurs de projets. Alors, pour commencer tout ça, on va parler donc du commerce rural, et donc ici, c'était vraiment la thématique qui a été choisie, on va surtout parler du commerce alimentaire essentiellement, dans les communes de moins de 1500 habitants. C'est une vraie réalité des territoires. On connaît la difficulté à maintenir du commerce dans des communes de moins de 1500 habitants. On connaît la difficulté à créer des commerces nouveaux dans des communes de moins de 1500 habitants. Et face à ça, on a quand même une population. On ne peut pas se contenter de ne pas avoir de commerce. On ne peut pas se contenter de ne pas avoir de service commercial à la population. Et donc tout l'enjeu, ce soir, ça va être essayer de partager comment le commerce rural de demain peut fonctionner, et quelles sont finalement les conditions de succès sur lesquelles on va essayer de s'appuyer. Alors avec des choses très pragmatiques, j'ai la chance, au-delà d'accompagner les centres-villes, aussi d'accompagner pas mal de territoires depuis une vingtaine d'années sur la recréation des commerces ruraux.
en ayant quelques points clés. J'ai analysé sur différentes régions les dynamiques de soutien au dernier commerce. Alors dans des régions, ça s'appelle la région, tout ce qui était Corrèze, Limousin, ça s'appelait les opérations 1000 villages, en Bretagne ça portait un autre nom, etc. Et on s'est rendu compte que les opérations de soutien au dernier commerce, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. On a pu se rendre compte sur à peu près toutes les régions où on a travaillé que sur 10 commerces aidés par la collectivité pour se créer, je parle de multiples ruraux, de derniers commerces, de boulangeries, etc. Au bout de 3 ans, sur 10, vous en aviez 3 qui tenaient. Donc c'est très compliqué. Il ne s'agit pas pour autant de dire il ne faut rien faire, mais il s'agit de se dire si on veut que ça tienne, avec un modèle commercial qui change considérablement, comment il va falloir qu'on s'adapte à tout ça. Alors, je rappelle ce qu'on s'était dit pour ceux qui n'ont pas pu suivre les premières sessions d'atelier. Dans le modèle commercial, qu'est-ce qui change? Premièrement, c'est qu'on n'a jamais eu autant de commerce aujourd'hui sur les territoires, entre la croissance des mètres carrés commerciaux, la croissance du nombre de commerces alimentaires, qui est réel, il y en a toujours de plus en plus, sauf que ces commerces qui se créent, ils sont de moins en moins dans les centres-villes ou dans les centres-bourgs, on en parlait tout à l'heure, de plus en plus sur les ronds-points. Vraie caractéristique. Donc ça impacte automatiquement le commerce, la boulangerie qui se met sur le rond-point à la sortie d'une ville, elle impacte à la fois le commerce du centre-ville, mais elle impacte aussi le commerce de la commune rurale vers lesquelles les actifs rentrent le soir. Donc il faut intégrer cette nouvelle donne. Donc on a une offre commerciale qui est de plus en plus dense, et donc le commerce rural, il a aussi besoin de trouver sa place par rapport à ça. Sans oublier un deuxième élément extrêmement important, qui n'est pas là une évolution du commerce, mais bien une évolution sociologique. Les consommateurs ruraux, ils ont considérablement changé. Le consommateur rural, avant, comment on définissait la ruralité? Pour avoir beaucoup travaillé là-dessus, je pense ce qu'on a fait sur le parc régional du Morvan pendant très longtemps. La ruralité, c'était quoi? C'était globalement quelqu'un qui vivait sur le territoire et travaillait sur le territoire. Avec assez peu de renouvellement de population et assez peu de migration d'emploi vers l'extérieur. Aujourd'hui, pour moi, il n'y a quasiment plus de ruralité. Parce que les actifs sont beaucoup plus mobiles, les renouvellements de population s'opèrent, et le commerce de proximité de quelqu'un qui habite en milieu rural, est-ce que c'est le commerce de sa commune, ou est-ce que c'est le commerce qui est près de son lieu de travail? Ça change beaucoup aussi. Et automatiquement, ça change la place du commerce, et ça change la manière de faire du commerce en milieu rural. Donc c'est pour ça que c'est important d'imaginer un peu autrement les choses. Alors, pour imaginer un peu autrement les choses, je vais prendre comme les fois précédentes quelques exemples. Et quelques éléments techniques. Premier élément technique. Effectivement, c'est ce que je vous disais, la ruralité change considérablement. Renouvellement de population. Rappelez-vous, je vous en avais parlé sur l'une des premières réunions. Si on regarde l'ensemble des composantes du territoire qui nous intéressent, on a, y compris dans les communes rurales, y compris dans les communes rurales qui perdent de la population, on a un renouvellement de population sans précédent. C'est-à-dire que quand on regarde la sociologie des habitants, on a à peu près 25% des habitants de chacune des communes qui ne vivaient pas sur la commune il y a 5 ans. Donc il y a un renouvellement de population considérable. Il y a une vraie différence entre croissance ou perte de population, c'est une chose, et renouvellement. On peut avoir une perte de population, mais une population qui se renouvelle. Donc ça veut dire que la clientèle rurale avant, qui était très fidèle parce qu'elle se renouvelait assez peu au commerce naturellement, elle devient beaucoup moins fidèle. Et donc le commerce rural qui hier pouvait se permettre de fonctionner en étant moyennement attractif, il ne peut plus. Parce que le consommateur, il est nouveau. Et le consommateur, il va falloir aller le chercher. Et qu'avant, on allait dans le commerce rural parce qu'on habitait là et qu'on connaissait le commerçant. Aujourd'hui, on va dans le commerce rural s'il est attractif. S'il n'est pas attractif, on n'y va pas. Ça, c'est une exigence d'attractivité qui est beaucoup plus forte. On a cette mobilité vers les bassins de vie extérieurs qui s'accélère. Le consommateur est mobile. Et d'ailleurs, c'est une vraie question. Le commerce multiservice ou le commerce rural d'une commune, est-ce qu'il faut qu'il soit ouvert de 9h le matin jusqu'à 19h? Ou est-ce qu'il faut qu'il soit ouvert de 7h le matin jusqu'à midi et rouvrir qu'après 17h? Vraie question. Souvent les commerces multiservices, les derniers commerces multiservices, les gens s'épuisent parce qu'ils sont ouverts 12 heures d'affilée. Mais je pense que tenir ouvert un commerce multiservice dans une commune de moins de 1500 habitants
l'après-midi, ça sert à rien. Donc il faut aussi repenser les horaires d'ouverture, le mode de fonctionnement, en fonction justement de ces nouvelles mobilités et finalement de profils de clients qui sont moins ruraux mais plus périurbains. C'est-à-dire on vit certes en zone rurale mais on a les mêmes modes de vie qu'une population périurbaine, voire urbaine. Et ça change considérablement. On le voit bien au sein de mon cabinet. On réalise à peu près 50 000 enquêtes de consommation par an en milieu urbain, en milieu rural. On voit l'exigence croissante des consommateurs. Il va falloir que le commerce se mette vraiment à niveau par rapport à ça. Et donc l'exigence d'attractivité, l'exigence de service, peut-être que le multiservice, qui ne sera pas ouvert entre 14h et 17h, peut-être qu'entre 16h et 17h, il ira faire des livraisons à domicile. Sur l'un des premiers ateliers, je crois même que c'est sur la plénière de lancement, j'avais parlé de la fin du libre-service. On arrive dans une économie commerciale qui est de plus en plus servicielle, où la livraison à domicile, qui est finalement qu'une sorte de retour en arrière par rapport aux tournées alimentaires qu'on a connues, mais qui est aussi quelque chose de très moderne quand on regarde Internet, on se fait livrer à domicile. Sur l'alimentaire, je pense qu'il y aura un vrai souhait par rapport à ça. Et peut-être que le commerce multiservice de demain, le commerce rural de demain, pour avoir sa stabilité financière et son chiffre d'affaires suffisant, il devra à la fois être ouvert, un lieu physique, et de faire de la livraison à domicile. Donc on voit bien qu'il ne peut pas y avoir qu'une activité de ce côté. Et puis néanmoins, on a beaucoup parlé d'actifs, on a beaucoup parlé de renouvellement, il y a quand même un enjeu, c'est le vieillissement de la population. Même si on reste ici sur des territoires qui sont, par rapport aux moyennes nationales, plus jeunes, mais il faut bien se dire que dans 10 ans, on aura 10 ans de plus, et que dans 10 ans, sur le territoire, on aura à peu près 35-40% de la population qui aura plus de 60 ans. Donc c'est ce qu'on appelle théoriquement la senior économie, c'est des réalités territoriales. Et le commerce vers la senior économie, c'est pas du tout le commerce aussi vers une population plus jeune. Donc le besoin de service, il sera important. Donc c'est autour de ça, en prenant vraiment appui sur ces logiques-là, eh bien que il va falloir travailler. Ce qu'il faut se dire aussi, ça c'est important, c'est que les potentiels de marché aussi évoluent énormément. Je vais juste enlever la veste. Les potentiels de marché évoluent aussi énormément. Quand j'ai commencé à faire ce métier-là, il y a une bonne vingtaine d'années, pour qu'une boulangerie fonctionne, il suffisait d'avoir 800 habitants. Avec aujourd'hui la croissance du commerce dont je vous ai parlé en introduction, pour qu'une boulangerie fonctionne, c'est globalement 1600 habitants dans un rayon de 5 minutes de la boulangerie. Ça, c'est des chiffres, c'est pas moi qui les calcule, hein. Je regarde la rentabilité, et puis j'ai croisé ça aussi avec la Confédération de la boulangerie. On peut descendre à 1200 habitants si le centre-bourg est traversé par une route très passagère, on a 4000, 5000 véhicules jour, et donc on va compenser l'insuffisance de population résidente par du flux. Et là, on note, ça ne cesse d'augmenter. Si on prend la boucherie, il y a 20 ans, il y a 15 ans, avec 1500 habitants, un boucher vivait. Maintenant, si on n'a pas 2500 habitants dans un rayon de 5 minutes, 5 minutes en voiture, en milieu rural, hein, bien évidemment, on n'est pas en zone urbaine où on compte les minutes à pied, ça ne fonctionne pas. Donc automatiquement, c'est beaucoup plus compliqué pour une commune. On prendra un exemple tout à l'heure d'une commune de moins de 1000 habitants, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant, encore, déjà que c'était compliqué déjà, de réimplanter un dernier commerce. Parce qu'il ne suffit pas de la collectivité, parce que si on a 800 habitants, on peut se dire, bon, la collectivité elle va acheter les murs, elle va faire un loyer très faible et ça va marcher. Non, ça ne sera pas suffisant. Il faut aussi se dire les choses. Et en plus, moi je regarde beaucoup ces sujets-là, je vois plein de communes qui disent, non, de toute façon, vos études c'est de la théorie, nous, on a besoin de boulangerie, donc on va créer une boulangerie. Très bien, la collectivité, elle achète les biens. Mais il y a un truc qu'on ne se rend pas compte. Certes, le commerce est super important pour créer du lien social, mais si on met aussi un exploitant dans un magasin qui n'a aucune chance de fonctionner parce que les potentiels ne sont pas là,
on va mettre une personne dans la difficulté aussi. Donc socialement, il faut aussi intégrer cette logique. Donc des seuils qui remontent, et puis aujourd'hui, une supérette ou un multiple rural, c'est minimum 1000 habitants. Minimum 1000 habitants. Sauf à être très innovant, à avoir des services très particuliers, des produits à marge, des choses qui permettent de faire plus de chiffres, plus de rentabilité, des choses qui permettent d'attirer un peu plus loin la clientèle. Et puis il ne faut pas oublier que, on le verra tout à l'heure, que si on ne rentre pas dans des conditions d'attractivité suffisantes, n'oublions pas le rôle des tournées alimentaires, du service à domicile. Je travaillais il n'y a pas très longtemps sur la communauté de communes de l'Indre. On va prendre quelques exemples tout à l'heure de services à domicile, mais moi je vois des entreprises qui se créent sur la distribution de produits du terroir en vente ambulante sur les communes. C'est pas un commerce physique dans le cœur de la commune, mais c'est un service de proximité apporté à la clientèle. Il va falloir aussi qu'on intègre tout ça. Alors, donc les potentiels évoluent, la clientèle évolue, donc c'est pour ça que le commerce rural, on a besoin de le repenser. Et puis, on a aussi des conditions de réussite qui changent. Ça, c'est un sujet important. La première condition de réussite qui, à mon avis, pour moi, qui doit présider à la création d'un dernier commerce, ou la recréation ou la reprise d'un dernier commerce alimentaire, c'est juste la question de lien avec le terroir. J'allais dire le lien avec le tiroir. Tiroir caisse, oui, mais lien avec le terroir. Pourquoi? Parce que ça, c'est aussi un vrai changement. Tout à l'heure, on parlait de la boucherie. C'est un sujet que je travaille beaucoup sur la filière boucherie. La filière boucherie, elle souffre de quoi aujourd'hui? De la concurrence des grandes et moyennes surfaces? Oui, certainement. Mais la filière boucherie, comment? Un peu l'image de la viande. Ouais, il y a l'image de la viande, effectivement, vous avez raison, ça c'est une vraie problématique. Et la filière boucherie aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est qu'avant on avait grande surface et commerce traditionnel qui se partageaient la filière boucherie. Aujourd'hui, c'est la vente directe chez le producteur. Et en 3, la boucherie traditionnelle. Ça, c'est un vrai changement. Donc, sur un territoire rural, on a, si on veut développer le service de proximité et créer du commerce de proximité, il faudra s'appuyer sur ce qui marche, la vente directe. Mais je constate d'ailleurs sur beaucoup de communes que des élus me disent je veux recréer un commerce alimentaire parce qu'il n'y a pas de commerce alimentaire dans ma commune. Effectivement, il n'y a pas de commerce alimentaire dans la commune de 1200 habitants. Mais quand je regarde, il y a 3 ou 4 agriculteurs qui font de la vente directe. Donc le service, il est rendu, mais différemment. Alors oui, certes, ce n'est pas un lieu de vie dans le centre de la commune. C'est ça le problème finalement. Le problème, il est là. Alors, est-ce qu'on ne peut pas travailler avec les agriculteurs? Est-ce que le multiservice qui s'ouvre, est-ce qu'il ne peut pas être le distributeur des produits agricoles de la commune? Parce que là, on créera du flux. On créera plus de flux en vendant les produits du terroir de la commune qu'en vendant les mêmes produits qu'au supermarché plus cher. Pas qu'on se raconte d'histoire. Donc on a vraiment besoin de revoir le commerce alimentaire de proximité en intégrant l'explosion des circuits courts. La question du commerce alimentaire, c'est pas un truc qu'on peut résoudre en travaillant que sur la question du commerce. Il faudra impérativement créer du lien avec l'agriculture. Et je pense que ça, c'est des vraies réalités territoriales. Je vais vous prendre l'exemple de ce qu'on a pu mener sur le parc régional du Morvan, par exemple. Donc, c'est un territoire de 90 communes. La taille moyenne des communes, elle est de 1200 habitants, à peine. Et sur ce territoire, on avait un enjeu de sauvegarde des derniers commerces. Ce qu'on a mis en place, c'est un réseau d'approvisionnement des commerces de proximité par les agriculteurs. Donc, on a créé une plateforme logistique. Une plateforme logistique, il y a quelqu'un qui gère la plateforme logistique, qui contacte les commerçants pour savoir quel type de produits ils ont besoin. Cette personne-là contacte après les agriculteurs, et il y a une petite camionnette qui va chercher les produits chez les agriculteurs et qui les livre chez les commerçants. On a bossé ça avec les agriculteurs, qui se sont mis en association avec les commerçants, qui s'appelle Morvan Terroir, vous pouvez aller voir sur Internet, et aujourd'hui ça marche très très bien. Vous avez à peu près 100 commerces alimentaires qui sont livrés tous les jours en produits du terroir. Et qui, plutôt que de vendre des paquets de pâtes plus chers qu'à la grande surface, ils vendent de la viande du Morvan, ils vendent du miel du Morvan, ils vendent des biscuits, ils vendent des fruits et légumes, et c'est très polarisant pour la clientèle. Aujourd'hui, on a même les grandes surfaces du coin qui viennent nous dire est-ce qu'on ne peut pas rentrer dans votre réseau parce que c'est plutôt bien fait comme système. Donc ça, c'est ce lien avec le terroir, il est essentiel.
Pour que ça marche, c'est ce que j'appelle moi l'hybridation des commerces. Le commerce alimentaire, il ne peut plus être commerce alimentaire tout seul. Il va falloir qu'il propose des services. Alors on connaît le commerce alimentaire qui fait barre. Mais peut-être que le commerce alimentaire qui va se créer, il devra être point de connexion à Internet haut débit, parce qu'il n'y a pas Internet haut débit dans tous les hameaux de la commune. Dans le Morvan, c'est ce qu'on a travaillé, ça arrive très fréquemment. C'est-à-dire qu'il va falloir que le commerce prenne plein d'autres fonctions. On a vu sur des communes où le commerce est devenu en même temps l'office de tourisme. Toute l'idée, c'est de multiplier les fonctions pour qu'on ait des occasions supplémentaires d'aller dans le commerce. Alors après, on a des commerces qui font des pots de pressing, des choses comme ça, qui fonctionnent depuis longtemps, mais on a besoin, alors relais colis, bien évidemment, c'est-à-dire qu'on densifie toute la palette, que ce commerce-là, il est plein de fonctions et qu'on ait plein d'occasions d'y aller, et pas seulement, c'est important, parce que souvent on crée un multiservice en milieu rural, et qu'on mesure. Alors les habitants disent toujours, c'est super important d'en avoir un, ouais, mais ils y vont une fois par mois, juste parce qu'il leur manque une boîte de sucre. Donc si on reste uniquement sur la petite supérette classique qui vend des produits plus chers qu'à la grande surface, sans différenciation, sans service supplémentaire, là encore ça fonctionnera pas. Donc lien avec le terroir, hybridation, toute la question du centre-bourg connecté, moi ça c'est le sujet que j'abordais juste avant, qui me semble important. La question de l'accès au haut débit sur les territoires ruraux, avant que ça aille jusque dans que les flux aillent jusque dans toutes les maisons, est-ce que ce commerce-là peut pas être un lieu? Actuellement, je travaille dans le Massif central, sur un territoire qui s'appelle Dôme, Sancy, Artens, autour du Puy de Dôme, où justement, on travaille sur la question des multiservices qui sont en train de devenir un peu des espaces aussi de coworking. Parce qu'on se rend compte qu'avec le développement du télétravail dans les zones rurales, il y a des gens qui trouvent ça super sympa finalement, plutôt que bosser, alors ils bossent chez eux une bonne partie du temps tout seuls, de se retrouver à un endroit, dans un lieu qui est conçu pour travailler. Mais quand le commerce fait en même temps bar et petite restauration, ça crée de l'activité. Donc c'est ça l'hybridation du commerce pris sous l'angle du côté connecté. Et puis, se dire aussi, et ça c'est un vrai message à porter au niveau des élus, c'est que l'une des conditions de réussite du commerce en milieu rural, c'est aussi la manière dont on gère l'implantation de l'habitat sur le territoire de la commune. Parce que aujourd'hui, ça c'est vrai, on avait parlé dans les centres-villes, dans les centres-bourgs, dans les plus petits centres-bourgs, on a la même problématique. On n'a pas assez de monde qui habite dans les centres. Une commune de 1500 habitants, elle peut être très étendue. Mais dans le centre, à 3 minutes à pied des commerces, à combien d'habitants sur les 1500 ? Au maximum, sur une commune de 1500 habitants, on a 200-300 habitants dans le centre-bourg. Maximum. C'est pas suffisant pour que le commerce fonctionne. Donc si on veut que le commerce fonctionne, et on a fait des expériences, je pense à quelques communes en Bretagne, où on s'est dit si on veut que le commerce fonctionne dans un centre, il faudra aussi qu'on arrête de disperser l'habitat sur l'ensemble du territoire communal, mais qu'on le concentre autour du centre-bourg. Dans les centres-villes, on a la même problématique. La fragilité des centres-villes, j'étais au téléphone tout à l'heure avec la ville de Montbéliard. C'est assez intéressant, la ville de Montbéliard, c'est 25 000 habitants, mais uniquement 2500 habitants dans le centre. Et après, on se dit pourquoi il n'y a que 2 boulangeries dans le centre de Montbéliard. Il y a 2 boulangeries dans le centre de Montbéliard, parce qu'il n'y a que 2500 habitants. C'est pas que les boulangeries sont en difficulté, non, c'est qu'il y a une très faible densité de population. Et donc si on fait le parallèle sur des communes plus petites, et c'est exactement la même problématique. Plus on continuera à étaler l'habitat, moins les centres-bourgs, quelle que soit leur taille, moins ils fonctionneront d'un point de vue du commerce. Donc ça c'est, je pense, des prérequis indispensables. Si d'aucuns d'entre vous, maires, élus communaux, veulent se lancer dans cette démarche-là, de bien avoir tous ces prérequis à l'esprit. Alors qu'est-ce qui peut marcher derrière ça, une fois qu'on s'est posé la question? Je vous ai mis ici, comme je le fais à chaque fois, des exemples pour s'inspirer de trucs qui marchent, plus ou moins, souvent plus, en milieu rural. Alors, de plus en plus, on voit se développer des services mobiles en milieu rural.
Là, c'est un truc que j'ai rencontré la personne dernièrement, c'est en Bretagne, c'est ensoleillé donc c'est en Bretagne. Le breton que je suis, j'avais pas vu hier, j'étais à Toulon, il faisait un grand ciel bleu, j'en disais j'ai pas vu le soleil depuis 2 mois, je suis vachement content. Donc là, cette photo-là, rare en Bretagne sous le soleil, c'est une personne qui a créé une caravane du bien-être, qui est un institut de beauté mobile. Ça marche très bien. J'en ai vu une autre qui est dans un système de camping-car, et son activité, ça fonctionne. Et ça fonctionne, alors certes, il n'y a pas de commerce physique, mais dans la notion de lien social, est-ce qu'il y a besoin d'un commerce physique? Est-ce qu'il faut mieux pas que, effectivement, les dispositifs d'aide à la création aident des choses qui auront un investissement moindre, mais qui trouveront leur rentabilité? J'ai à côté rencontré aussi, il n'y a pas très longtemps, dans des réflexions, une personne qui a créé Lily Roulotte, qui est une librairie mobile. Vous achetez vos bouquins. Vous pouvez les commander, et vous les livrez. Même à l'heure d'Amazon, etc., ben ça marche. Parce qu'elle crée du lien, elle fait des ateliers de lecture avec des personnes âgées, etc., et ça peut fonctionner. Bon, il n'y a pas que ça, mais c'est pour vous montrer qu'il y a des choses qui marchent. Je vous ai aussi pris des exemples sur le terroir. Alors, terroir du centre, livraison à domicile de produits du terroir. Là, c'est pas très loin d'ici, hein, Terre d'Opale et Terre de Goël, qui sont effectivement... c'est la même entreprise d'ailleurs qui a 2 marques et qui fait de la livraison à domicile de produits du terroir ou en point de dépôt. Donc on voit bien en fait qu'il y a une tendance qui est en train de se créer là, c'est que le commerce en milieu rural devient, pour compenser les difficultés qu'on a à faire marcher un commerce dans une commune de petite taille, eh bien c'est de travailler cette question de la mobilité. Finalement c'est bien le commerce qui va vers le consommateur. Et ça c'est un vrai élément de tendance. Et puis ça, j'ai découvert ça dans le sud, dans des petites communes, pas très loin de Montpellier, où ils organisent, pour compenser l'absence de commerce, des marchés de food trucks. Des mini-marchés du soir. Alors qui ne sont pas les mini-marchés du soir où on va acheter ses produits, ses carottes, ses poireaux, etc. Donc qui sont des marchés du soir où on peut acheter de quoi manger à emporter. Parce que n'oublions pas une chose, hein. Les marchés en alimentaire aujourd'hui qui sont en croissance, il y en a deux marchés en croissance, qui progressent à plus de 10% chaque année en France. C'est le marché du produit des terroirs et du bio, plus 18, l'année sur l'autre, plus 18%. Et l'autre marché, c'est tout ce qu'on appelle la restauration hors foyer, la restauration emportée. Avec un actif qui passe de plus en plus de temps dans les trajets domicile-travail. L'actif, il a de moins en moins de temps pour cuisiner. Il va rechercher de la praticité. Et je crois que, en milieu rural, pour avoir là aussi piloté quelques expériences, le fait de proposer des plats prêts à emporter est un sujet important. Moi, je vois des restaurateurs qui font ça le midi. Non, c'est le soir qu'il faut le faire lorsque les actifs rentrent. C'est là que le marché est présent. N'oublions pas que le commerce alimentaire à 70% de son chiffre d'affaires en France, une fois qu'on a mis de côté la région parisienne et les grandes métropoles, à 70%, le chiffre d'affaires du 70% pardonnez-moi, du chiffre d'affaires du commerce alimentaire se fait entre 17h30 et 20h, 20h30. Donc c'est là aussi qu'il faut être bon. Et le commerce en milieu rural, il n'échappe pas. C'est pas parce qu'il est en ruralité qu'il fonctionne différemment qu'en urbanité, puisque en fait ce sont les mêmes clients qui passent d'un territoire à l'autre. Donc c'est pour ça que les marchés, j'insiste, sur les marchés de food trucks et les marchés du soir, c'est un enjeu important. Alors qu'est-ce qu'on voit se développer aussi, pour donner quelques idées? Des offres en libre service. Ah ouais, ça c'est un vrai sujet aussi, le libre service. Alors c'est pareil, souvent on me dit ouais, le libre service, ça crée pas de convivialité. Mais il y en a quelques-uns, hein, distributeurs de pain, distributeurs de fruits et légumes, drive fermiers. Il y en a un qui s'est créé à Béthune, j'ai vu ça en faisant quelques recherches, alors on est sur des villes plus importantes. Distributeur de pizza, ça c'est des choses qui, à mon avis, correspondent bien aux besoins du consommateur. Alors oui, ça ne crée pas de convivialité, on va encore certainement le dire. Par contre, moi quand je vois les distributeurs de pain travailler sur un territoire là où l'intercommunalité, qui jusqu'à présent, dans la région de Morlaix en Bretagne,
finançait des aides au dernier commerce. C'est-à-dire la commune qui avait plus de commerce, l'intercommunalité cofinançait l'acquisition de murs pour que les commerces réimportaient des commerces. Ils ont arrêté de le faire devant l'échec de cette politique. Depuis quelque temps, ils cofinancent des distributeurs de pain. À condition que le pain qui soit dans les distributeurs de pain soit fabriqué par des artisans du terroir. Et c'est pas du pain industriel, etc. Et c'est beaucoup plus rentable, ça coûte moins cher à la collectivité, dans le temps, c'est plus durable, et on a une satisfaction du consommateur. Donc, c'est aussi des pistes qu'il faut intégrer. C'est que dans la question du commerce en milieu rural, il faudra qu'on ait certainement cette dimension, en plus de la mobilité, la question du terroir. Et puis, on a autrement, quasiment dans les avant-derniers exemples, des multiples ruraux, hein, ces fameux multiservices. Ici, moi, je travaille beaucoup avec un concept qui s'appelle comptoir de campagne, qui a été créé par deux jeunes start-upers dans la région rurale autour de Lyon. Donc là, ils ont développé des concepts. Comptoir de campagne, vous en avez des visuels. Alors, c'est vraiment aménagé et vraiment travaillé sur la question des produits du terroir, très fortement. Ils ont travaillé sur la question des services, hein, la poste, si on regarde, si ça peut bien marcher, la poste, cordonnerie, pressing, retouche, repassage. Ils proposent même des offres de repassage en lien avec des associations intermédiaires, de reclassement, etc., qui font du repassage, des livraisons, le gaz, les fleurs, achat de bouquins, commande de bouquins, et même achat des billets SNCF et TER, etc., sur place. Et puis, ils se sont rendus compte aussi d'un truc, c'est que pour que ça marche, une personne, on va dire, s'épuise très vite dans un multiservice avec des horaires d'ouverture. Donc finalement, pour deux multiservices, il y a 3 postes de créer. Et ça tourne. Ça, c'est important. Et je pense qu'à l'échelle d'un territoire, ça peut être intéressant de travailler en mutualisation. La question de ces multiservices, c'est pas le problème de chaque commune. Il faut juste voir entre communes les effets de mutualisation qui peuvent avoir lieu aussi. Je pense que c'est aussi comme ça qu'on peut trouver des effets, comment dirais-je, d'efficacité renforcée, hein, très, très simplement. Et puis, ils sont en train d'associer, comment dirais-je, box de retraite produits, etc. Et puis surtout, aussi, avec des concepts marchands, en termes de modernisation, qui sont propres, clairs, bien éclairés, parce qu'on a aussi ces soucis-là. Souvent, hein, de multiservices qui sont très mal modernisés, qui ne donnent pas envie de rentrer. C'est une grosse problématique. Hein. Grosse problématique. Je travaillais sur des réseaux de commerce multiservices là, qu'on a pu créer, où on a mis en réseau une quinzaine de commerces multiservices en 15 petites communes, parce que ces gens-là ne font pas partie généralement d'union commerciale. Donc il faut les faire travailler en réseau, ne serait-ce que pour travailler la modernisation collective. Peut-être qu'on pourrait avoir à l'échelle d'un territoire tous les multiservices qui sont sous une même marque de territoire, avec derrière groupement de commandes, pour être plus fort, pour négocier les achats. Il y a plein de solutions à trouver de ce côté-là, mais ça passera impérativement par une démarche collective, qu'on ne le gère pas à l'échelle de chacune des communes. Et puis, dernier point, alors j'y travaille, je vous l'ai mis un peu parce que j'y travaille actuellement, en train de réfléchir sur un nouveau concept. Comme on a du mal à trouver quelquefois des locaux commerciaux qui soient attractifs dans les plus petites communes, ou alors avec tellement de travaux que ça devient très compliqué, on est en train de réfléchir sur des systèmes comme ça, fabriqués à base de conteneurs. On est en train de travailler avec des designers là-dessus. Ça coûte aux alentours de 80 000 €. Quand on regarde le coût de rénovation, pour acheter les murs, déjà, acheter les murs d'un commerce, le rénover pour le remettre aux normes, pour y faire un commerce alimentaire dans un centre-bourg, on est très très au-dessus. Très très au-dessus. Avec en plus un concept qui peut être un peu vieillissant, une surface de vente pas vraiment adaptée, etc. Et on n'a pas d'effet, ce qu'on pourrait appeler l'effet waouh, en disant ah ouais tiens il se passe un truc. Et donc je pense qu'on peut travailler
sur des systèmes. Tout ça, c'est fait à base de conteneurs, des trucs très simples à installer, des choses qui donnent une vraie image dans le centre-bourg et qui renouvellent peut-être un peu l'image du multiple rural traditionnel qu'on peut implanter. Et pour que ça marche, à mon avis, il faut à côté un distributeur de pain, il faut venir agréger pas mal de services. Peut-être de la petite restauration, avec des produits à 19h, je peux aller, en sortant de la réunion à 20h30 tout à l'heure, acheter un plat parce que j'ai pas envie de cuisiner. Qui était avant ça des modèles de consommation urbains, qui sont en train de devenir des modèles de consommation, qui existent aussi en territoire rural, parce que le consommateur, j'insiste encore, le consommateur est un peu le même. Donc voilà un peu les pistes que je voulais moi partager avec vous, en disant, puisque les ateliers sont là non pas pour dire regardez ce qui s'est fait hier, mais surtout pour se dire qu'est-ce qui se fera demain. L'enjeu c'est ça, c'est d'être dans le prospectif. Donc voilà, j'essaye de vous apporter quelques éléments là-dessus. Est-ce que ça vous suggère quelques questions avant qu'on passe à la petite réflexion? Oui, je suis assez étonné, monsieur. Ce qui m'interpelle, c'est ce que vous avez dit sur les ratios, nombre d'habitants sur commerce rival. Parce que finalement, quand je mets ça en relation avec notre collectivité qui est extrêmement rurale, c'est un très grand territoire. Il y a 50 000 hectares, 69 communes. Une seule commune qui a 2200 habitants, c'est le bourg le plus peuplé. Alors si je regarde les ratios que vous dites, que je les mets en face du territoire, on a une seule boucherie. Parce que les villages sont éloignés des uns des autres, ça veut dire qu'ils sont plus à 5 minutes. Il y a plus que 5 minutes pour aller à n'importe quel commerce. Et à ma grande surprise, quand je constate le centre-bourg qui a 2200 habitants, il y a 4 boulangeries qui fonctionnent très bien. Elles sont boulangeries-pâtisseries, je dois dire cette précision. Elles fonctionnent très bien. Alors, on a regardé cette problématique, parce qu'évidemment ça nous intéresse beaucoup, parce que la présence du commerce est aussi un lien direct avec l'attractivité. L'attractivité du territoire, c'est tout à fait évident. Et on a découvert qu'en fait, la réalité, c'était que pour que des territoires ruraux comme les nôtres conservent de l'attractivité, il faut concentrer les efforts sur les bourgs-centres. Malheureusement, on est obligé de faire le constat qu'il faut abandonner l'idée de vitaliser la commune. Par contre, il faut absolument faire beaucoup d'efforts pour vitaliser le bourg-centre. Et à partir du bourg-centre, là où je vous rejoins après, c'est qu'il faut organiser, optimiser les réseaux de distribution à domicile. Mais c'est le bourg-centre qui permettra à nos territoires ruraux de convenir. Ce discours-là, c'est exactement... Parce que ce soir, c'est moins une intervention sur les pourcents, parce que l'intervention sur les pourcents, c'était la deuxième ou troisième intervention. C'était exactement ça. Et l'autre élément qu'il faut intégrer sur Saint-Paul, puisque c'est de Saint-Paul dont vous parlez. Non, c'est pas Saint-Paul. C'est pas Saint-Paul? Non. C'est la collectivité d'à côté, c'est Hédin. Hédin, d'accord. Ok. Sachant que entre Hédin et Saint-Paul, on a aussi un pôle d'emploi. Oui. Non, mais c'est important. Quand je parlais moi, des ratios de population, je parlais de ce que j'appelle mon équivalent habitant. Et dès lors qu'on a 300 emplois, ça fait 100 équivalents habitants supplémentaires. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi un élément important. J'entends bien, mais il y a aussi quelque chose peut-être qu'il faut qu'on intègre dans l'analyse, c'est que le premier danger pour les commerces ruraux, c'est le fait qu'on est dans la capacité d'offrir une offre complète. Dès que vous avez un trou dans l'offre, les clients quittent le territoire pour aller dans des supermarchés ou dans des zones d'activité économique plus denses, plus importantes, où ils font l'achat qui manque et ils prennent l'habitude de faire l'intégralité de leurs achats. Et donc je pense qu'il y a une vraie nécessité, c'est pour ça, pardonnez-moi, je reviens, c'est peut-être pas la question tout à fait aujourd'hui, mais le bourg-centre, il doit être en capacité d'offrir le maximum de possibilités pour éviter le trou dans l'offre. Si vous avez un trou dans la raquette, eh bien le consommateur, il prend sa voiture, il fait 30 km, 40 km, il fait son achat et il prend l'habitude de faire tous ses achats. Pourquoi? Parce qu'il a le parking et il a tout à portée de main. Ça, c'est un vrai danger. C'est juste dommage qu'on n'en ait pas parlé sur... Je dis peut-être pas présent sur les premiers ateliers, parce que ce sujet-là, il est effectivement extrêmement important. Mais il a considérablement changé ces dernières années. Avec Internet. Effectivement. Parce que la question, derrière la question des trous dans l'offre, ça veut dire plus d'offres. Et on voit aujourd'hui qu'on est en train d'atteindre des limites. C'est vrai que pendant très longtemps, ce modèle-là, où je vous rejoins, où il y avait un trou dans l'offre, c'est-à-dire
dans le parcours marchand un manque. Il suffisait de faire s'accroître les mètres carrés commerciaux et plus de commerce, et on couvrait et on freinait les évasions. Moi, j'ai plein de territoires aujourd'hui où je vois que ce modèle-là, il ne marche plus. Donc, il y a la question de la quantité d'offres qui est une chose. À l'heure d'Internet, ça sera beaucoup moins vrai. Par contre, il y a un sujet aussi. Il n'y a pas que la quantité d'offres, il y a l'attractivité des espaces concrets. Et je pense que par rapport à Internet, le vrai sujet, c'est peut-être maintenant moins de combler les trous dans la raquette parce qu'on voit qu'on a des difficultés, on y reviendra tout à l'heure, et que le sujet, c'est plus de donner envie de consommer sur les espaces commerciaux du territoire, c'est-à-dire la qualité de l'aménagement, y compris dans les centres, et y compris dans les espaces de périphérie, qui étaient les ateliers 3 et 4, ou 2 et 3, je ne sais plus les numéros. Mais il faut aussi qu'on l'intègre comme ça. Et oui, je vous rejoins dans la question de la desserte rurale dont vous parliez. Il faut s'appuyer sur les bourgs-centres, avec toutes les conditions de fonctionnalité, d'attractivité des bourgs-centres. Ce n'est pas qu'une question de commerce. C'est les services. Où est-ce qu'on les met, les services médicaux, les services publics, qui sont en interaction avec le commerce. Ça, c'est aussi un vrai sujet. Donc les services, l'habitat, les fonctions économiques, l'emploi, parce que je pense que les communes, vous prenez l'exemple, si, au regard de leur taille, elles maintiennent une polarité comme ça, c'est parce qu'elles rayonnent sur un territoire large, mais parce qu'il y a une polarité en emploi. Et la question, c'est la quatrième fonction que j'ai moi, dans les stratégies de revitalisation. Effectivement, lorsqu'il y a une polarité d'emploi, il y a donc un rayonnement, et lorsqu'il y a une polarité d'emploi, on sort des ratios. Les ratios que j'ai là, c'est plus pour la commune rurale avec un nombre assez faible d'emplois, avec des actifs qui partent à l'extérieur, alors que l'exemple que vous prenez, on est sur un pôle qui a un solde migratoire en termes d'actifs qui est positif. Hein, il y a plus d'actifs qui viennent bosser que d'actifs qui partent, pour connaître un petit peu le territoire. Donc voilà, il faut juste prendre, et là je vous rejoins, c'est que lorsqu'on a cette armature-là, tout l'enjeu, c'est ce dont je parlais avec les distributeurs de pain, c'est de se dire, ok, je maintiens la polarité là, mais par contre je vais m'appuyer sur les commerçants et les artisans qui sont sur cette polarité-là pour venir irriguer le reste du territoire. Et que la solution, exactement ce que je dis, n'est pas coûte que coûte de rajouter du commerce partout. On se retrouve tout à fait par rapport à ça. J'ai pas entendu le début des interventions, je viens d'assez loin. Vous préconisez comme une possibilité d'avoir une approche plus novatrice dans les formes de commerce, de mettre des structures légères ou des containers. Or, souvent, dans les villes, en milieu rural, il y avait des commerces, les façades qui sont délaissées. Donc le patrimoine commercial peut être un peu obsolète, mais il existe. Et il me paraît quand même plus souhaitable de revitaliser le patrimoine des communes plutôt que d'aller implanter des édicules. Et voilà, quel est votre point de vue là-dessus? Alors moi, j'ai pas de philosophie là-dessus. Mon sujet, c'était juste de vous livrer des possibilités, des expériences. Quand je vous montre comptoir de campagne juste avant, pardonnez-moi, on est exactement dans ce que vous dites. Il n'y a pas qu'une voie, il n'y a pas qu'une voie possible. Le sujet dans tous les ateliers, c'est de se dire, il y a différentes possibilités, et après, à vous de la saisir dans chaque commune. Il y a des communes où effectivement le patrimoine commercial ne permet pas de réimplanter un commerce dans des conditions satisfaisantes d'attractivité. D'autres où elles vont le permettre parce que les tailles de surface sont possibles. Donc ça, c'est vraiment des choix à faire. Et je me rends compte parce que ça fait des années qu'on triture le problème dans tous les sens. Quand je regarde souvent le coût d'acquisition pour une collectivité des murs, plus de la rénovation, on a quelquefois du mal à trouver le modèle économique. Quelquefois, pas tout le temps, hein. Le truc qui marche. Hein. Le comptoir de campagne, ça marche comme ça. Parce que le modèle économique s'est trouvé comme ça. Donc ce que je voulais vous dire par là, c'est que, à mon avis, il faut laisser de côté aucune piste de réflexion. Au contraire, on a besoin de renouveler les approches. Parce que si il suffisait de travailler sur la rénovation du point de vente, le modèle il marcherait, or il y a du mal à marcher. Donc il faut aussi aller chercher d'autres pistes. C'est une suggestion. Et puis chaque commune, elle est très particulière et on peut jamais généraliser.
Alors, il y a une question. Bonsoir, Michael Troyon, élu à Héricourt, un petit village d'une centaine d'habitants. Deux, trois remarques. La première sur les publics, puisque pour le coup, là, vous parlez notamment de la question des produits de terroir, etc. Moi, j'ai l'impression que dans le territoire, on a aussi deux types de clients, c'est-à-dire un client qui, effectivement, se pose un certain nombre de questions, qui a les moyens de se poser des questions, et puis un autre qui est beaucoup plus fragile et qui, pour le coup, n'imagine même pas une seule seconde participer à cet élan qui va remettre le produit de terroir peut-être devant, parce que tout simplement, il ne peut pas accéder à ce type de produit qui est plus cher, etc. Et donc, ça veut dire que, est-ce que le commerce est finalement définitivement fermé à ces publics fragiles, et on a dans le territoire réellement des gens qui ont des vraies difficultés financières. Et donc, voilà, je m'interroge sur est-ce que le commerce de demain ne doit pas être aussi un peu plus inclusif. Et que finalement, ce qui se passe aussi, c'est que pour le coup, les gens qui ont les moyens vont effectivement consommer à l'extérieur. Et les gens qui n'ont pas les moyens, eux, c'est la double peine, ils sont obligés de rester ici. Et en plus, ici, parfois, c'est à la fois plus cher et moins diversifié. Et en plus, on voit même la grande distribution avoir une stratégie de la paupérisation, c'est-à-dire de proposer des produits encore moins bons que les autres, puisqu'ils savent qu'ici, c'est souvent un territoire où les gens n'ont pas les moyens d'acheter. Donc ils payent plus cher des produits moins bons. Il faut être très clair là-dessus. Juste sur le point des produits du terroir, je pense qu'il faut voir deux choses. Il y a l'approche marketing des produits du terroir, qui fait que, y compris dans la grande distribution, on positionne des produits du terroir avec un prix élevé. Et la réalité des choses. Tout à l'heure, je vous montrais les histoires de distribution de produits du terroir à Ham, dans des distributeurs dans le centre-ville de Ham. Pas très loin de Saint-Quentin. À Ham, on a un niveau de paupérisation qui est très élevé de la population. Et on se rend compte que pour travailler les agriculteurs et les commerçants sur ce sujet-là, les propositions en produits du terroir, ce n'est pas des propositions qui sont marketées pour les positionner haut de gamme. Je pense qu'il faut faire autant le bio, oui. Le bio, on a un coût d'accès au bio qui est plus élevé, ça je rejoint complètement. Sur le produit du terroir, je pense qu'on a une vision un peu décalée quelquefois de certaines réalités. Quand je travaille sur le parc régional du Morvan sur la question des produits du terroir, c'est une réalité locale et les circuits courts, bien au contraire, permettent à une population paupérisée aussi de se nourrir de manière qualitative, au même coût que les produits pas qualitatifs dont vous parlez dans les grandes surfaces. Alors justement, c'était par rapport notamment au fait que, pour le coup, même si effectivement ça peut ne pas être plus cher, c'est qu'ils n'imaginent même pas y accéder, puisque dans l'imaginaire collectif, c'est soit plus cher, soit compliqué à aller chercher, etc. Donc il y a effectivement en plus, et c'était ma deuxième remarque, c'est de dire comment finalement on cultive aussi le lien au local, c'est-à-dire comment dans un territoire, on donne envie aux gens de reconnaître que derrière à la fois un produit du terroir, mais aussi peut-être d'autres produits, il y a un emploi local, il y a peut-être l'emploi de son fils, de son mari, etc. Comment on cultive le lien au local. Et puis la troisième remarque, c'était, on appelle ici souvent le rural. Excusez-moi, je connais un tout petit peu le Morvan ou les 2-3 endroits que vous avez cités tout à l'heure. On est quand même, nous, dans une espèce de rural quand même très urbain, quoi. C'est-à-dire qu'on est vraiment en périurbain. C'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Ce qui fait que parfois, on aimerait finalement y mettre des méthodes du pur rural, comme dans l'Auvergne. Ça n'en fera pas du tout chez nous. Ceci étant dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder peut-être ce qu'on appelle les villes en transition. Les villes en transition, comme des gens comme Grande-Synthe ou Los Angeles, dont on parle beaucoup, est-ce qu'elles ont une stratégie commerciale particulière? Est-ce que vous regardez ça? Parce que peut-être que c'est elles aussi qui posent les bons débats. Alors, j'ai pas pu participer en septembre à l'ouverture, mais j'ai regardé un peu le travail qui a été réalisé. Encore une fois, on voit que finalement ce sont des acteurs privés qui mènent la danse sur la question commerciale. Et donc, est-ce que les villes en transition sont, pour le coup, est-ce qu'elles sont innovantes particulièrement sur ces sujets? Est-ce qu'il y a quelque chose à en tirer pour regarder ce qu'on peut faire, nous, en périurbain, plus qu'en rural? Les villes en transition, elles bossent, que moi je travaille beaucoup sur des villes, justement, qui ont choisi de fonctionner un petit peu différemment sur la question du commerce. Elles bossent pas sur le commerce, ou un petit peu, mais bossent sur les facteurs de commercialité. C'est-à-dire, c'est quoi l'écosystème que la ville peut créer pour que le commerce fonctionne? Je crois qu'en France, on a trop souvent travaillé que sur les questions du commerce. Soit en donnant des aides plus fragiles, soit en luttant avec le privé. Mais, j'insiste, le commerce, quand on arrive à le faire repartir durablement dans des villes dites en transition,
c'est quand même un commerce qui a pu bénéficier à côté de lui d'un habitat de centre-ville ou de centre-bourg rénové. Je rappelle que le taux de vacances dans les centres-bourgs est colossal et c'est le premier facteur de fragilité, taux de vacances de l'habitat, pas le taux de vacances du commerce. Le taux de vacances de l'habitat est le premier facteur de fragilité du commerce. C'est ce qu'on avait abordé sur un atelier justement, qui ont regardé vraiment l'interaction entre l'habitat, les services au public, les services médicaux. Est-ce que les services médicaux, on les met dans le centre ou on les met sur le rond-point? Est-ce que les services publics ont réfléchi de la même manière? Et donc, les villes en transition, c'est ça. Elles ont travaillé la question de la ville intensive. Le sujet, il est là. Alors que sur beaucoup de territoires ruraux, on fait des villes extensives. Et automatiquement, plus on fait des villes extensives, moins on est proche du commerce de proximité. Et on n'a plus de commerce de proximité, puisqu'on n'a plus personne de proche. C'est un peu ça. Et c'est pour ça que sur les premiers ateliers, avant de parler des questions de commerce, on a justement bien pris le soin d'expliquer qu'avant le commerce, on a les facteurs de commercialité. Et que le rôle de l'élu, il est d'accompagner des mutations comme en commerce rural, mais le rôle de l'élu, c'est d'abord d'avoir des stratégies d'aménagement qui permettent d'avoir les fondamentaux pour que le commerce marche. Vous voyez, c'est un peu comme ça qu'on pourrait résumer le sujet. Et puis derrière, lorsqu'il y a une densité de population, on peut imaginer en évidence, en transition, des systèmes de commerce sous forme coopérative, parce qu'il y a un vrai fonctionnement en quartier. J'ai été voir ce qui se fait aux Pays-Bas, ce qui se fait en Allemagne, côté de Fribourg sur ces sujets-là, mais tout ça part du fait qu'il y a la densité de population. Et une fois qu'il y a la densité de population, on peut travailler sur plein de sujets. Quand il n'y a pas de densité de population, comme c'est quand même majoritairement le cas sur nos territoires, la question du commerce rural, il faut aussi la traiter, c'est des échelles de temps qui sont différentes, si vous voulez. Sur le public plus fragile, c'est quelque chose de particulier là-dessus. Est-ce que le commerce de demain inclut finalement un peu de plus? C'est la semaine dernière, à l'étude, je sortais une nouvelle analyse qu'on a fait sur la segmentation du public, on en parlait avec Vincent, qui était effectivement le passage d'une société en losange à une société en carafe. C'est-à-dire que notre société en losange, si je fais un losange, classe moyenne importante, dans les années 80-90, classe aisée relativement peu importante, pointe haute du losange, pointe basse du losange, population défavorisée, assez faiblement importante. On est passé d'une société en carafe, c'est-à-dire population aisée dans le col de la carafe plus large, plus de classe moyenne, et la base de la carafe plus importante, donc population défavorisée plus importante. Le commerce par rapport à ça. Le commerce s'est toujours positionné sur le moyen de gamme, dans les centres-bourgs et les plus petits centres-villes. Donc comment le commerce il va chercher aussi le bas de la carafe, la population plus défavorisée, sachant que sur cette population-là, qu'est-ce qui aujourd'hui fait commerce, si je puis dire? Mais c'est alors pas sur l'alimentaire, mais toute la vente d'occasion. C'était sur une des interventions initiales où j'expliquais les circuits lisses, c'est-à-dire tout ce qui se passe hors magasin, hors digital. Il y a une croissance énorme de cela. Et donc tous les circuits d'occasion, il va falloir les intégrer. J'étais en début de semaine, si près de Périgueux, où justement ils vont réimplanter dans le centre-ville une ressourcerie. Je trouve ça intelligent. C'est une forme de commerce qui répond à des besoins de consommateurs. Et je pense que les publics défavorisés, aujourd'hui, trouvent réponse à une grosse partie de leurs besoins, mais pas que les publics défavorisés d'ailleurs. C'est ça qui est aussi très interpellant. Dans ces circuits d'occasion, etc. Donc il y a plein de changements sociologiques là-dessus aussi. Si je peux me permettre, je voulais rebondir sur ce que disait monsieur par rapport à l'accessibilité sociale de tous, finalement, en alimentation de qualité. Il y a quand même des atouts particuliers dans les milieux ruraux, périurbains. C'est peut-être moins la notion de produit du terroir, où derrière, je mets un peu une notion un peu de marketing, parfois de labellisation, mais en tout cas, tout ce qui est circuit court. Et dans le domaine des circuits courts, justement, il y a des formats hybrides qui sont des formats classiques et traditionnels commerciaux, et notamment des coopératives d'achat groupé, direct, consommateurs-acheteurs, qui peuvent se bâtir de façon très modeste au départ, avec quelques personnes, et qui peuvent prendre de l'ampleur. Moi, par exemple, on en a bâti une sur Roubaix. Dans Roubaix, on est quand même en pleine ville.
mais donc pour une population extrêmement modeste, voire défavorisée, de façon à permettre à chacun d'accéder à une alimentation de qualité qui vient direct des producteurs. Et en milieu rural, ce qui est intéressant, c'est aussi le fait de se réancrer dans la connaissance des voisinages et des gens qui font la richesse d'un territoire. Par rapport aux villes en transition, je pense à Los Angeles ou à Grande-Sainte, mais aussi parfois des petits villages, de plus en plus, les communes ont des politiques foncières pour essayer de recréer des formes de ceinture nourricière et de réimplanter des circuits courts et de production pour alimenter les cantines ou pour alimenter justement des coopératives d'achat direct d'habitants, même des toutes petites communes. Moi je viens de Daudigny, j'ai répondu à un appel d'offres où la commune, c'est dans la Maine-Loire, souhaite mettre en place un verger communal. Donc si on regarde la ceinture nourricière dans le bassin minier autour de Los Angeles ou des exemples de verger communal, on est sur d'autres formats où les communes s'impliquent finalement dans un rapport plus direct d'alimentation de leur population. Peut-être, je dirais, la difficulté, c'est d'avoir des groupes de citoyens qui soient prêts à mouiller la chemise. Voilà, pour créer ces dynamiques. Parce qu'elles ne s'imposent pas, il faut quand même qu'il y ait quelques bonnes volontés à la base, et donc finalement, c'est parfois une animation sociale aussi des énergies sur une commune ou sur un territoire. Sachant que mon sujet ce soir n'était pas, comme je peux le faire sur notre conférence, de réinterroger les questions de circuit d'alimentation, mais qui était bien de répondre à la question qui était aussi très clairement posée au départ, c'est le commerce en milieu rural. C'est deux approches différentes. Sachant que sur toutes les démarches que vous venez d'évoquer, ça nécessite une maturité très forte des citoyens par rapport à ça. Dire que ça n'existe pas s'il n'y a pas un travail de fond, si ça ne repose pas sur un tissu associatif très dense. Moi je le vois pour travailler pas mal dans le développement local depuis des années, que ça part souvent de personnes qui sont d'ailleurs pas les plus défavorisées. C'est aussi des personnes qui viennent avec une certaine idée de la transformation sociétale et qui réussissent éventuellement à entraîner d'autres. Mais c'est des temps qui peuvent être très longs, très très longs, qui sont des vrais choix politiques aussi, ou pas, hein, ou associatifs, ou citoyens, et on voit l'importance du citoyen aujourd'hui. Mais on ne peut pas dire que, déjà, ces solutions-là ne se décrètent pas. Il faut qu'il y ait un terreau favorable pour qu'elles émergent. Ça nécessite aussi une certaine capacité à intellectualiser aussi la démarche pour qu'elle se fasse. C'est pas naturel que de le faire. Quand vous travaillez effectivement sur des publics défavorisés, c'est pas immédiatement, il faut qu'il y ait un stimuli pour pouvoir faire émerger ça. Donc il faut l'intégrer effectivement, ça peut faire partie. Et c'est pour ça que d'ailleurs on voit des cafés associatifs, des garages associatifs qui se créent. Très clairement, il faut le regarder. Ça peut être des formes de commerce, bien évidemment intégrées. Néanmoins, ces formes de commerce, il faut aussi qu'elles aient une capacité à perdurer. Parce que dans toutes ces formes de café associatif et de garage associatif, moi j'ai suivi pas mal de démarches sur l'ESS, c'est comment justement, une fois que les fondateurs sont moins présents, etc., comment ça continue. C'est parce que c'est quand même des personnalités très fortes qui sont capables d'emmener les autres avec eux. Et donc c'est aussi bien travailler sur la pérennité du modèle, qui est un sujet important. J'ai aussi le sentiment, monsieur, qu'un des dangers du commerce rural sont les commerçants eux-mêmes. Parce que, voyez-vous, on a un exemple très précis, parce qu'on regarde exactement ce qui se passe, encore une fois, dans notre centre-bourg, et où on réalise qu'il y a un certain nombre de trous dans la raquette, qu'il y a un certain nombre de désaffections du commerce à l'intérieur de ce centre-bourg, et quand on interroge les commerçants, ils identifient l'ensemble de leurs problèmes en concentrant leurs attaques sur le supermarché qui s'est installé en périphérie et sur Internet. Ils ne se remettent jamais eux-mêmes en question. Et ça, c'est quand même une vraie problématique. Ça veut dire que une des vraies actions qu'il faut qu'on mène aussi, c'est amener les commerçants à prendre conscience de tout ce que vous dites, à prendre conscience qu'une partie de la solution vient d'eux-mêmes, vient de la remise en question, etc. Parce que il y a aussi le fait que, si vous voulez, dans beaucoup de cas, et je pense qu'on n'est pas les seuls, il y a eu une âge d'or du commerce rural
parce que pour un certain nombre de raisons. Et finalement, il y a l'imaginerie, dans l'imagination populaire, dans la conscience populaire, dans la mémoire populaire, on a conservé des réflexes qui ne sont plus les bons aujourd'hui. Et on a du mal à ça, on a beaucoup de mal avec ça. Complètement. Et là aussi, sur la question, sur l'atelier sur l'innovation dans le commerce, on a mis ce sujet-là en évidence. Je crois qu'aujourd'hui, les commerçants... Alors, on a eu différentes générations de commerçants. Je crois que c'est important de se poser cette question générationnelle. C'est qu'on a eu une première génération dans les années 60, 70, 80 de commerçants qui étaient des commerçants. Voilà. Et puis ensuite, dans les années 80-90, sont arrivés des gens qui disent « Tiens, le commerce, ça marche ». Qui ont fait de la distribution. Ils ont racheté une boutique, ça marchait, ils ont mis des produits dans la boutique, ça continue à marcher. Puis comme là, on a un changement de modèle, où l'offre est supérieure à la demande, il va falloir passer de cueillette à conquête. Et là, ça bloque. Ça bloque, parce qu'on n'a pas l'habitude. Tout à fait. Et alors, il y a une nouvelle génération de commerçants qui arrivent maintenant avec cette logique, il faut être en conquête pour que ça marche. Et donc ça évolue. Et par contre, il y a une transition. Alors la question, c'est comment on accompagne ces commerçants-là sur la transition. Il faut savoir que les commerçants sont très peu en formation. Je fais une étude actuellement sur la question des centres-bourgs et des centres-villes numériques pour la Caisse des dépôts et consignations. Les commerçants à numérique, c'est très compliqué. Les commerçants à la formation, c'est très compliqué. C'est 25% des commerçants qui se sont formés les 7 dernières années. C'est peu. Donc, par contre, je pense qu'il faut imaginer aussi déjà beaucoup de pédagogie, des solutions de type coaching individualisé qui fonctionnent. Et puis, troisième sujet, je pense aussi que les commerçants se remettent en cause quand on sait les amener dans un projet commun, ville, commerçant. Quelle histoire on construit ensemble à 5 ans, à 10 ans. Oui, ça c'est un sujet. Au dépôt de l'union commerciale. Non, les unions commerciales elles sont mortes. Et ça marche pas. Je vais continuer juste les unions commerciales. Ça marche pas. Sur le même sujet. Allez-y. Voilà, sur le même sujet, juste un tout petit bémol par rapport à ce que tu dis. En fait, moi, j'ai l'impression qu'il ne faut surtout pas renvoyer la question vers les individus en leur disant remettez-moi que alors, effectivement, il faut que certainement qu'ils soient la question. Mais moi, je prends juste un parallèle avec les agriculteurs. Là, pour le coup, le commerce, c'est une révolution énorme qui t'arrive. Les agriculteurs, ils ont vécu aussi une révolution énorme. On leur a dit il faut vous adapter. Sauf que pendant ce temps-là, on en a perdu énormément et on est moins de 3% de la population active maintenant. Avec le commerce, on est en train de faire la même chose. On leur dit les gars, il faut vous adapter. Sauf que nous, en tant qu'élus, on a une responsabilité énorme. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est comment on fait pour que justement la nouvelle génération, les gens qui auront la volonté de s'adapter, trouvent leur place. Et là, sincèrement, il faut le dire, c'est violent ce qui s'est passé depuis 20 ans. L'agriculture a vécu aussi des moments de violence terribles. Là, on est en train de le vivre avec Amazon, on est en train de le vivre avec la grande distribution. Ça a été très violent. Et si nous, justement, élus, on n'arrive pas à recréer ce projet dans lequel ils vont se trouver, on aura beau le faire, on va continuer à les perdre. Parce que c'est trop violent ce qui est en train de se passer. C'est une fracture énorme. Et donc, il faut, plus que de leur dire ce qu'il faut remettre en question, c'est comment on construit la table, comment on construit les conditions pour qu'à mon avis, puisse émerger. Parce que sinon, on va se renvoyer la balle, sinon un peu. Voilà, c'est ça. Parce que dans un même temps, vous allez dire ça, et je ne trouve pas une seule seconde que vous soyez convaincu du sujet et que vous êtes bienveillant envers eux. Et dans un même temps, on continue en périphérie d'ouvrir des boulangeries Louise qui vont fracasser celles du centre-ville ou des magasins ou des supermarchés alors qu'on a la plus grande surface au mètre carré en Europe par habitant. Donc on est aussi un peu en train de faire la voilà, si je peux me permettre. Et par rapport sur ce point, et je rejoins complètement, la question des unions commerciales, pour moi la question des unions commerciales, c'est un sujet qui est daté des années 80. Pour une raison très simple. C'est que les unions commerciales des années 80, elles fonctionnaient. Pourquoi? Parce que les commerçants étaient propriétaires des lieux, habitaient au-dessus, étaient donc implantés sur des temps longs dans les centres-villes. Aujourd'hui, le commerçant est locataire, il n'habite plus là, et il est sur les temps courts. Durée moyenne de présence d'un commerçant dans un centre-ville, c'est 7 ans. Donc l'envie de s'investir dans une dynamique collective, elle sera moins naturelle. Donc je ne dis pas que la dynamique collective est foutue, mais c'est que la dynamique collective, il faut la réorganiser. Et le rôle de la collectivité là-dessus est important. C'est pour ça que aujourd'hui sur des centres-bourgs, je travaillais sur un sujet il n'y a pas très longtemps, un office du commerce et du tourisme. Bien. Aider les commerçants aussi. Comme on l'a fait avec les restaurateurs et les hôteliers dans les offices de tourisme dans les années 70, les aider à se structurer. Et je pense que là-dessus, il faut vraiment qu'on se dise que
il y a un tel changement, un tel modèle qui évolue, qu'il va falloir qu'on fasse évoluer toutes les mesures d'accompagnement. Et qu'on ne pourra surtout pas rester sur les mesures qu'on a pu mettre en place, qui ont eu du succès. Madame, votre union commerciale, il connaît les difficultés, on en a souvent parlé. Oui, je vais un petit peu prendre la parole, si vous me permettez, avec monsieur. Vous parliez de l'innovation des commerces tel que l'on a connu dans les années 60, 70, 80, même maintenant. C'est vrai que le commerce tel que vous disiez, monsieur, auparavant, la cliente rentrait, elle achetait. Maintenant, c'est totalement différent. Il ne faut plus prendre le client tel qu'on prenait auparavant en disant ça y est, c'est chose faite, ma vente va être faite. Et bon nombre de commerçants ont évolué. C'est-à-dire que je le vois de plus en plus. Parfois, vous avez des commerçants, là dernièrement, je l'ai cité, prenons Damar, parce que j'ai reçu un SMS de chez Damar. Damar disait, tiens, si vous venez tel jour, c'est la chandeleur, nous vous offrons de 16h à 17h une crêpe avec un jus de fruits. Bon, ça c'est de toute façon. Et vous savez, je suis certaine que vous avez des clients qui y sont allés, elles ont acheté peut-être elles sont allées prendre leur crêpe, mais elles ont acheté quelque chose à côté. Après, vous avez des commerçants à Béthune qui ont compris la chose, bon, je parle de Béthune puisque je suis de Béthune, qui ont fait dans leur commerce, ils ont poussé un petit peu leurs étals, et ils ont mis 2-3 fauteuils, ils ont mis une machine à café, vous avez des petits biscuits, donc la cliente, elle se sent un peu chez elle. On a l'impression quand elle rentre dans la boutique, elle rentre chez une amie. Bonjour, comment allez-vous? Asseyez-vous. Ou alors elle fait son achat, après elle s'assoit, elle prend un petit café. Il y a cette. Après, vous avez de plus en plus, j'ai remarqué, vous avez des merceries, bon, je ne sais pas ici sur les terroirs, je connais beaucoup plus moi dans l'Artois. Elles ont créé des petits ateliers de tricot, du tricot. On se retrouve. Et elles viennent faire leur cours du tricot une fois par semaine et elles les achètent. Par contre, je reviendrai sur le fait que monsieur a dit que les unions commerciales ne fonctionnent pas. Bon, moi j'ai parlé de l'Artois, puisque je suis plus dans l'Artois. Je défends corps et âme les unions commerciales, parce que c'est un travail de longue haleine. Une union commerciale, c'est un commerce. C'est un commerce, un commerçant tous les matins ouvre la porte et attend ses clients. Une union commerciale, c'est pareil, le matin, voilà, il faut qu'elle trouve ses clients. Les clients, ce sont ses adhérents. Et les adhérents, si on veut les avoir, il faut les satisfaire. Donc c'est un travail de longue haleine, on ne peut pas se dire tiens j'ai une union commerciale, c'est tout, ça s'arrête là. Après il faut innover, il faut faire des animations. L'union commerciale de Béthune, on se rapproche de l'office du tourisme. L'année dernière, on a fait la première année Béthune Cité médiévale, puisque nous avons la chance d'avoir un patrimoine historique et culturel. On s'est rapproché de l'office du tourisme. C'est un tout, rien n'est acquis. Que ce soit pour les commerçants ou que ce soit pour une union commerciale, il faut se battre. Mais l'union commerciale, ça je dis non, elles sont là, nous ça fait 15 ans qu'on est là, et on espère encore être là quelques années. Je connais Saint-Paul, mon mari est de Saint-Paul-sur-Ternoise, donc c'est une ville que mon mari est natif de Saint-Paul, on vient régulièrement à Saint-Paul. J'aime beaucoup Saint-Paul, c'est sûr que je connais exactement ce qui se passe à Saint-Paul. Mais bon, après il faut les aider, les unions commerciales. Une union commerciale, si elle n'est pas aidée par la communauté de communes ou éventuellement par sa municipalité, elle ne peut pas perdurer dans le temps. Donc c'est un travail collectif. Je voudrais simplement... On a un duo là, on ne va pas faire de polémique. Je vous cite un exemple, sur notre territoire, sur le PCI, il y a 550 commerces, il y a une union commerciale de 52 adhérents. Alors qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il y a 500 commerces et il y a 52 adhérents. Juste, moi je suis hermétique à ce calcul-là parce qu'on oublie une chose, c'est de se questionner sur est-ce que les services que propose l'union commerciale sont les services adaptés. Je m'explique. Ben, ils essayent. Je peux vous dire qu'ils essayent parce qu'il y a un petit noyau avec comment dirais-je, une gouvernance de l'union commerciale qui essaie de faire des choses. Quelles sont les actions qui sont menées par Écoutez, prenez le micro si vous voulez. Alors, je ne suis pas de l'union commerciale. Non, mais c'est juste pour voir, j'ai bien compris. Écoutez, nous avons quelqu'un qui travaille avec l'agence, avec l'union commerciale. Elle peut nous décrire quelques actions qui seront mises en place Justine, c'est vous. Alors, juste pendant les questions tournent, c'est ce qu'on se disait, c'est que comme le temps qu'on avait prévu pour les ateliers, on est en train de le passer dans les questions, on va laisser continuer les questions et puis les ateliers, on les laissera de côté, on viendra avec d'autres fois. On travaille sur plusieurs volets. Vous êtes l'animatrice de l'union commerciale, pour bien comprendre. Moi, je suis chargée de mission commerce
et artisanale. Pour la Comcom ? Ouais. Ok, d'accord. Donc l'idée c'est d'accompagner au mieux les commerçants et les artisans du territoire, Union et hors Union, sur le travail avec l'Union. L'idée c'est d'aider à recruter des membres très clairement. Et d'avoir, je dirais, des actions qui sont différentes, en tout cas qui n'ont jamais été faites sur le territoire. Avec, comme disait M. Desrenaud, des acteurs sur le territoire qui sont plutôt dynamiques, avec typiquement un stockage cette année qui a été organisé, donc un vide-boutique, à l'image de ce qui peut se faire sur notamment les grands centres commerciaux type Euralie. Donc l'idée, voilà, c'est de surfer sur un peu ce qui se fait sur les centres commerciaux et sur les autres bourgs-centres et les autres villes pour adapter sur les 7 vallées. Après, il y a des actions qui sont plus classiques, sur du concours du vitrine, sur du salon commercial et artisanal, mais en tout cas, on essaye de les amener à se différencier et à avoir des activités différentes de ce qui est fait un petit peu partout. Typiquement, cette année, donc, la Fête des Mères et la Fête des Pères, pour nous, ça n'a aucune utilité. On ne fera rien, on fera de la com pour valoriser les commerçants qui sont adhérents, mais on ne fera pas une opération spécifique. Quelle cotisation annuelle ? 80 € par an. Par an. Je fais frais. Avec globalement une animation par an. Donc c'est pas cher. Voilà, je pense que là on touche du doigt une problématique importante. C'est que lorsqu'on a cherché à faire augmenter le taux d'adhésion, la solution, ça a toujours été de se dire on a besoin de ressources et que moi je pense qu'à moins de 30 € par mois, on n'arrivera pas à avoir des actions suffisamment puissantes pour donner envie aux non-adhérents d'adhérer. Première réponse. Toujours remarqué que lorsqu'on a fait des choix audacieux de faire augmenter les cotisations, mais qu'en face, il y avait un programme audacieux aussi, parce que l'envoi de SMS que Damar fait, l'union commerciale, elle peut très bien, avec un peu de budget, gérer un fichier client et faire du push en SMS, et ça marche bien. Et puis, se dire que pour que l'union commerciale fonctionne, il faut aussi qu'elle propose des services exclusifs. Je ne suis pas adhérent, je n'ai pas de visibilité. Le rôle de l'union commerciale, c'est ça. Et le vide-grenier, c'est très bien, ça crée du flux dans la ville. Mais celui qui n'est pas adhérent, même s'il ne participe pas au vide-grenier, vide-boutique, même s'il ne participe pas, il bénéficie du flux. Donc il se dit, rigueur, je ne paye pas, et puis je participe, je profite. Enfin, c'est comme ça que ça se passe. Donc réfléchissons sur les deux sujets, soyons innovants sans se poser la question du budget, parce que plus on aura des actions innovantes, et même si ça coûte plus cher, plus on aura des adhérents. Il n'y a pas d'élasticité au prix, c'est l'inverse de l'élasticité au prix là-dessus. Et l'autre, c'est des services exclusifs. Il y a un défi important. Vous avez terminé, oui ? Juste toute petite intervention. On parle des réseaux sociaux. Il ne faut surtout pas passer à côté des réseaux sociaux. Bon, moi j'ai parlé de Facebook. Nous avons donc 2 pages Facebook dans notre association que l'on actualise plusieurs fois par jour. On va sur le terrain, on va chez les commerçants adhérents, on fait des photos, on fait des petites vidéos que l'on met sur Facebook. Et ça ne coûte rien aux commerçants, et puis je vous assure que moi, dans mon association, j'ai des nouveaux adhérents grâce à ça. Exactement. Je suis contactée en MP, en message privé, en disant « Madame Bilinski, pourriez-vous venir parce que je veux adhérer ?» Et je suis contente de voir ça, parce que voilà, ils se disent « Tiens, ils ont une page Facebook, ça ne me coûte rien, et la seule chose, c'est que je vais sur le terrain, je vais faire des photos, je fais des vidéos, et ils ont un retour. » Donc ça ne coûte rien aux commerçants, mais Facebook, on ne peut pas passer. Les réseaux sociaux, ils sont là, il faut faire avec. Entièrement d'accord. J'ai écrit un truc là, dans le carnet de tendance qu'on sort annuellement au sein de l'agence et dans les actions qu'on développe. C'est que je pense que l'animateur de la réunion commerciale demain, c'est pas celui qui ira organiser telle ou telle opération, ça devrait être un influenceur. Son job, ça sera de mettre des posts
et de travailler sur un sujet qui est l'instagrammabilité des lieux. Et que si on n'a pas cette présence sur les réseaux, ça ne marchera pas. L'autre avantage, c'est que ça coûte beaucoup moins cher que d'aller acheter des demi-pages ou des pages documentaires. Il faut réinvestir ça. Dernièrement, nous avons avec le charbonnier traiteur. Donc c'est une idée qui m'est venue, vous voyez, je me suis dit tiens j'ai une bonne idée, je vais faire comme cette blogueuse. Je suis allée chercher, donc je lui avais commandé un ossobuco de veau. Quand je suis arrivée chez moi... On commence à avoir faim en plus, alors on sur les recettes. Quand je suis arrivée chez moi, je me suis dit tiens c'est pas mal. Et une idée, je l'ai mis sur la table et j'ai pris donc les différents ingrédients, ce qu'il fallait, les tomates, les carottes et tout, j'ai mis ça, j'ai fait des photos et au fur et à mesure, j'ai mis la recette. Donc j'ai mis le charbonnier, la viande qui fait le charbonnier et au fur et à mesure, je vous assure que Madame le charbonnier m'a remercié et puis bon, et voilà, elle a vu. Je ne dis pas que, mais si ça lui apporte un ou deux clients, un ossobuco, c'est un ossobuco qu'elle a vendu. Donc vous voyez, ce sont des petites choses qui ne coûtent rien, bon, ça demande juste de marcher. Mais bon, quand vous avez un collègue qui dit vendeur, ça va. Ce sont des petites choses, mais voilà. Je pense que même sur les terrains, des choses comme ça peuvent être faites. Alors on continue, on reste dans le même groupe. Juste une question dans le même état d'esprit. Est-ce que vous connaissez des initiatives d'union commerciale, de commerçants qui se sont organisés pour investir ensemble avec le territoire, par exemple, une société coopérative, enfin, toute forme innovante là où finalement des gens collaborent. Parce que le sujet, c'est peut-être aussi comment ils peuvent collaborer plus. Parce qu'effectivement, un commerçant, c'est souvent quand même un individu d'abord, un entrepreneur seul. Et le meilleur moyen, alors effectivement, 30 € ou 40 € d'adhésion, c'est pas ce qui fait adhérer. Est-ce que c'est pas aussi parfois des investissements collectifs qui feraient qu'à un moment les gens s'investissent encore plus dans leur ville et dans leur territoire à travers des outils adaptés suivant le territoire et suivant les besoins évidemment, mais parce que vous parliez tout à l'heure de choses qui sont multiservices, etc. Mais est-ce que c'est pas aussi aux commerçants avec les villes de porter ça en commun face à des monstres qui sont autour, qui eux ont largement les moyens de s'associer et qui s'associent très facilement pour détruire le reste de l'économie. Et il y a d'autres exemples là-dessus. Moi je travaille sur 2 territoires où on développe des sites, des sociétés coopératives, d'initiatives collectives, des SCIC pour être précis. Je travaille sur une sur le centre-ville de Saintes et qui se crée pour investir de manière commune sur un outil de promotion numérique. Outil numérique partagé. Effectivement, c'est pas le rôle de la collectivité va les aider. La Caisse des dépôts et consignations met du pognon au capital. Et dans une autre ville où j'ai une partie du cabinet implanté en Bretagne, qui est à Lamballe, qui est une ville de 12 000 habitants, qui est un terrain d'expérimentation pour moi, on travaille là sur une SIC dans laquelle on aura les commerçants, les grandes surfaces au capital, la Caisse des dépôts, pour acheter des locaux commerciaux et les mettre en boutique à l'essai à loyer modéré. Voilà, il y a des solutions comme ça. Et puis, je voyais ça à Cholet l'autre jour, je n'ai pas travaillé sur ce sujet, je travaille sur la ville de Cholet, où, pour prendre cet exemple-là, dans le domaine culturel, dans le centre-ville de Cholet, il y avait un disquaire et 2 libraires. Et ils ont décidé d'ouvrir une boutique commune. Donc la collectivité réaménageait un lieu, c'était l'ancien théâtre, gardé une partie du théâtre, ça le spectacle, de l'autre côté ils ont fait un hôtel, et il a une surface d'ouverture qui va faire 400 mètres carrés, et se la partagent. Et ils ont fait finalement un espace culturel, à l'image de Vert, mais ensemble, ils ont une puissance. Et c'est devenu un vrai lieu. Alors qu'individuellement, c'était un spécialiste de la BD, un libraire et un disque. Voilà, je ne sais pas 2 libraires purs. Et ils se sont mis ensemble, et aujourd'hui, ils ont une offre énorme. Ils ont un vrai fait de masse. Donc oui, il y a des enjeux comme ça de réinventer. Alors ça ne se décrétera pas, c'est comme tout à l'heure. Ce sujet, il faudra toujours trouver le porteur, le leader, et faire émerger ces porteurs. Mais je pense qu'il y a des solutions importantes de ce côté-là. Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y a pas de questions, on va passer à vous qui allez nous expliquer comment aussi on peut accompagner des initiatives de création de commerce, de création de nouvelles activités à travers l'association que vous représentez, Pas-de-Calais Active. Alors je vais switcher sur la bonne présentation.
Vous avez le micro, c'est parfait. J'ai le micro, normalement ça fonctionne. Je vais essayer d'être concise pour tenir les délais impartis du coup. Moi c'était plus un témoignage à vous apporter ce soir. Pour vous expliquer en fait qui on est, Pas-de-Calais Actif, et puis vous donner quelques exemples de projets que l'on a pu accompagner, notamment dans le commerce. Qui nous sommes, Pas-de-Calais Actif et le mouvement France Active. Donc Pas-de-Calais Actif, on représente France Active pour le territoire ici du Pas-de-Calais. Donc dans les Hauts-de-France, on retrouve, si le siège social de l'entreprise est dans le Nord, ce sera Nord-Actif qui interviendra. Si c'est dans le Pas-de-Calais, Pas-de-Calais Actif. Si c'est en Picardie, Picardie Active. Voilà, la déclinaison est faite de cette façon-là. Donc nous sommes un groupement d'intérêt public. Vous retrouvez les membres à ce niveau-là. Donc Pas-de-Calais Actif, on est sur 3 antennes. Le siège est à Lens. On a une antenne pour s'occuper donc du littoral qui est basée à Calais. Et on a une antenne qui est à Saint-Nicolas-les-Arras, au sein d'un QPV. Donc moi, je suis responsable de l'antenne de Saint-Nicolas-les-Arras. Au niveau de Pas-de-Calais Actif, on a 2 dimensions qui rejoignent un peu effectivement tout ce qu'on a pu évoquer auparavant. On a une dimension qui accompagne les TPE, très petites entreprises, et une dimension qui va plutôt accompagner tout ce qui va être ESS, donc l'économie sociale et solidaire. Je serai moins à l'aise pour vous parler de toute la dimension économie sociale et solidaire, vu que moi je travaille plutôt sur la TPE. Maintenant, effectivement, je vous en toucherai un petit mot juste après. Bon, rapidement, France Active donc, intervient auprès des entrepreneurs. En fait, par rapport au débat qu'il y a pu y avoir jusqu'à présent, c'est vrai que nous, on va intervenir sur de la création ou de la reprise d'entreprise, quelle que soit la forme juridique de celle-ci. Donc un commerçant qui s'installerait en auto-entrepreneur, en entreprise individuelle ou en forme sociétaire, pourrait être accompagné. Donc on est plutôt effectivement sur la reprise, sur la création. On entend par création les 3 premières années de vie de l'entreprise. On va toucher aux problématiques financières, c'est-à-dire qu'effectivement le projet est déjà défini quand on rencontre le créateur. On est là pour expertiser, enfin en tout cas pour accompagner sur la partie financière. Donc le projet est défini, il faut trouver ses financements et donc nous on va pouvoir faire de la garantie sur les prêts bancaires pour permettre de sécuriser le projet et de le faire aboutir dans des bonnes conditions. Donc il y a différents financements, on va aller rapidement là-dessus, qui sont mis à disposition et surtout, et c'est vrai que là-dessus c'est vraiment important, on est un des maillons par rapport à l'ensemble des partenaires. C'est-à-dire que nous, on ne va pas monter la totalité du dossier, on ne va pas regarder avec le créateur, avec le commerçant par exemple qui voudrait s'implanter, la forme juridique, on ne va pas faire l'étude de marché, etc. On s'appuie sur des partenaires qui savent très bien faire ça et avec lesquels on a l'habitude de travailler. Donc ce sera la BGE, boutique de gestion espace, ce sera les chambres consulaires, la CCI, la chambre des métiers si c'est un artisan. Ça peut être les experts comptables du territoire aussi, qui ont parfois aussi cette expertise-là. Voilà, donc tous ces partenaires-là, nous travaillons avec eux et une fois que le projet, le plan de financement est défini, on les rencontre pour regarder, pour donc effectivement intervenir au niveau de la garantie sur le prêt bancaire. Donc il faut avoir besoin d'un prêt bancaire effectivement pour qu'on puisse intervenir. Donc là je vais aller rapidement, un point peut-être, pour moi le point qui est le plus important, c'est qu'on sait intervenir à 80% sur un prêt bancaire. 80% c'est le maximum que la loi autorise. On ne peut pas aller au-delà. Et du moment où on intervient à 80%, on va en fait donc, donner la garantie maximale à la banque. Et on va surtout protéger le créateur ou le repreneur parce que la banque ne pourra pas aller chercher sa caution personnelle. C'est-à-dire que l'intervention à 80% bloque effectivement la prise de caution de la part de la banque. Donc c'est très protecteur pour l'entrepreneur qui a déjà le courage de se lancer, qui effectivement part dans l'aventure de la création d'entreprise et ça lui permet de se lancer dans des bonnes conditions, de protéger effectivement son patrimoine personnel. Donc voilà, le résumé de ça c'est vraiment ça, qu'on puisse intervenir à 80%.
On a une dimension effectivement où c'est valable pour donc les entrepreneurs classiques, mais aussi pour les associations ou voilà, tout ce qui relèverait de l'ESS. Ces garanties-là sont possibles aussi pour ces créateurs-là. Une autre dimension qui est importante pour notre réseau, pour le réseau France Active, c'est la notion de l'entrepreneuriat engagé. C'est vrai qu'on rencontre de plus en plus d'entrepreneurs pour lesquels, au-delà de la création de son propre emploi ou de ses salariés, il y a des notions qui sont importantes parce qu'elles font aussi sûrement vendre plus et vendre mieux, mais aussi parce qu'elles font partie de leurs valeurs. Donc ça peut être une dimension qui serait, je pense qu'on a un peu plus de détails après, voilà. Une dimension qui serait par rapport à l'emploi, le fait de privilégier l'emploi de personnes handicapées par exemple, ou de demandeurs longue durée, de demandeurs d'emploi à longue durée qu'on pourrait réinsérer. Au niveau du territoire, bon, le fait d'avoir un impact sur son territoire, parce que ça paraît important pour un créateur d'aller développer le dernier commerce d'un village, par exemple, ou de reprendre ce commerce-là. Au niveau de l'environnement, bon là c'est plus facile à appréhender, ce sera de développer des produits bio, d'avoir un impact positif, du zéro déchet, voilà ce type de projet-là. Au niveau de la gouvernance, si on fait attention aux éléments concernant la gouvernance, une bonne répartition par exemple des dividendes, ou de pouvoir intégrer les salariés dans une politique salariale adaptée. Voilà, c'est plein de petits éléments qui sont maintenant de plus en plus fréquents chez les entrepreneurs. Et donc nous, on les appelle les entrepreneurs engagés dans ce cadre-là. Et pour ces commerçants-là, ou pour ces professionnels-là, on va pouvoir intervenir de la même façon en garantie bancaire, même si on n'est plus sur la période de création, donc sur les 0-3 ans. Voilà, ça vous reprend un peu effectivement l'aspect global sur lequel, qui est important, c'est-à-dire le fait de travailler en partenariat avec d'autres partenaires aussi, donc de la création d'entreprise. Au niveau du financement, on retrouve notamment le réseau Initiative avec lequel on travaille beaucoup aussi. Donc on est souvent en partenariat sur les dossiers. Enfin, je parle de partenariat, c'est pas vraiment un partenariat, mais en tout cas, effectivement, le créateur va pouvoir bénéficier de la garantie auprès de France Active et d'un prêt d'honneur. Donc c'est un prêt à 0% auprès du réseau Initiative. Ça lui permet effectivement d'aller chercher un prêt bancaire qui serait un peu moins important, de sécuriser son plan de financement. Alors, je voulais vous parler de quelques exemples un petit peu plus concrets, peut-être, pour vous donner de manière un peu plus concrète des projets que l'on a pu accompagner. Donc, j'ai essayé de prendre des exemples assez proches du territoire. Il y avait par exemple le food truck dont vous avez dû entendre parler sur le territoire, de spécialité vénézuélienne. Donc là, c'est une belle histoire. Donc c'est une famille, au vu des événements que vous connaissez peut-être, qui arrivent au Venezuela, qui sont arrivés en France et sur Saint-Paul-sur-Ternoise il y a quelques années maintenant. Alors je ne sais plus dans quel ordre, mais elle était architecte et lui avocat, ou dans l'autre sens. Bon. Voilà, et ils vont arriver en France, ils ne pouvaient pas reprendre donc leur travail, ils sont avec leurs 2 enfants. Et ils se sont dit, nous on veut développer quelque chose. Il y a vraiment eu toute une solidarité, un élan autour de ce projet-là. Donc nous, on les a accompagnés, mais comme de nombreux partenaires les ont accompagnés sur le projet. Ils ont développé donc leur food truck en développant dans la spécialité de là-bas, donc les arts et passes. D'ailleurs, c'est très bon, je vous conseille de goûter, ce n'est pas le cas. Et en fait, donc ça se passe très bien pour eux, à tel point que maintenant, effectivement, nous on les avait à Saint-Nicolas, ils faisaient un emplacement à Saint-Nicolas, je sais qu'ils étaient aussi à Saint-Paul. Maintenant, c'est plus ces emplacements-là qu'ils font, c'est la métropole lilloise, ça fonctionne vraiment bien pour eux, et le projet serait d'ouvrir un restaurant, éventuellement après, voilà, pour développer d'une autre manière ce projet qui a démarré effectivement sur le territoire. Je vais rester là-dessus. Le deuxième exemple, c'était la boutique Nature House Village. Donc là, c'est un commerce en centre-ville, à Saint-Paul-sur-Ternoise. C'est une jeune diététicienne qui fait du rééquilibrage alimentaire. Donc vous allez la voir, elle vous offre la première séance
pour faire le point avec vous. Et ensuite, il y a tout un suivi qui est fait, et puis la vente de compléments alimentaires, etc. Donc c'est une jeune créatrice, elle a pu bénéficier à l'époque d'une subvention qui s'appelait le PCIC Jeune, qui n'existe plus maintenant, qui a été remplacé par le Cap Jeune, de garantie sur prêt bancaire et d'aide aussi notamment de la part du réseau Initiative. L'exemple qui fait quoi, ce qu'on a pu dire jusqu'à présent aussi, donc l'épicerie de village à Hack. Donc là c'était dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle Mon Commerce en Test, donc c'est assez intéressant aussi. Monsieur Houillet, il a été choisi en fait pour reprendre le dernier, pour redynamiser, reprendre un des derniers commerces du village. Il a développé tout un concept pour avoir une épicerie qui soit vraiment attractive, avec un visuel qui est vraiment agréable, une proposition de produits un peu tout venant, hein, mais aussi avec un rayon qui serait plus des produits du terroir, un peu des produits haut de gamme, notamment en fromage et en charcuterie, pour répondre aux besoins locaux de la population, mais aussi pour donner envie de venir dans son commerce, parce qu'on y trouve des produits qu'on ne trouverait pas forcément ailleurs. Et sur ce projet-là, l'intérêt aussi, c'est qu'il y a la BGE qui a soutenu le projet dans le cadre de Mon Commerce en Test. Il y a un effort de la part du bailleur, Pas-de-Calais Habitat, sur un loyer qui est approprié. Il y a eu la mobilisation des partenaires pour le financement, le prêt d'honneur, la garantie, la mobilisation du territoire aussi au niveau de la CUA, qui a donné également une subvention pour le projet. D'ailleurs, sur le territoire, il y a un projet qui s'appellera pas Mon Commerce en Test, mais Boutique à l'essai, qui devrait se mettre en place sur Edin. Et enfin, le dernier exemple, c'était un distributeur de glace et de yaourt fermier à Abar, donc c'est un tout petit village aussi. Et là, en fait, dans le projet, c'est une jeune femme dont le papa est agriculteur. Il a déjà en fait un distributeur dans un container de fruits et de légumes. Et elle s'est dit, moi je voudrais m'installer aussi, mais il n'y a pas de travail pour nous deux, donc je vais développer une offre complémentaire. Et elle a développé donc la vente de yaourts fermiers et de glaces fermières dans un village qui est vraiment un tout petit village, en complément de ce que pouvait proposer le papa, qui était des légumes et des produits maraîchers. Voilà, c'est un peu les exemples que je voulais prendre. Ensuite, là ça concerne plus effectivement l'accompagnement possible via les dispositifs ESS, économie sociale et solidaire, parce que comme je vous l'expliquais sur la TPE, on est vraiment là sur la phase de financement au niveau de l'ESS. Donc quand on est sur une forme plus associative, il y a possibilité d'être accompagné aussi dans la définition du projet, d'être accompagné donc vraiment dans la phase amont, et pas uniquement au niveau du financement. Donc ça, c'est des choses aussi qui sont intéressantes et sur lesquelles effectivement on peut accompagner ces problématiques-là. Je vous ai remis après l'ensemble des contacts de notre GIP sur la partie TPE comme sur la partie USS. Merci Fanny, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions justement pour approfondir ce sujet qui vient bien en accord ou en raccord avec ce qu'on évoquait sur la création de nouveaux commerces? Non? Ce qu'on se disait avec Carole tout à l'heure en vous écoutant sur les différentes sources des financements, en regardant ce qu'on s'était dit aussi avant sur le besoin d'innovation, c'est vrai qu'on voit qu'à travers ça, qu'on soit d'ailleurs sur le commerce rural ou sur le commerce de centre-ville, il y a un vrai besoin de rendre visibles et lisibles les dispositifs d'aide à la création ou la reprise. Il y a un vrai sujet là-dessus. Dans pas mal de pans de l'économie, on est capable de créer des pépinières pour que des entreprises émergent ou des incubateurs pour que des entreprises émergent. Sur le commerce, on ne sait pas faire. Et je pense que d'avoir sur des territoires un incubateur commerce, où on va justement aider les chefs d'entreprise, on va les mettre en relation avec la boutique de gestion, avec vous, pour
aider le projet, les booster aussi dans leur concept marchand, qui jouent bien leur rôle de commerçant, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Je pense qu'on a un vrai besoin de soutenir la création, l'innovation dans le commerce et aussi de préparer peut-être mieux en amont les projets. En plus, les dispositifs existent, il ne s'agit pas de rajouter des dispositifs, mais il s'agit de mieux prendre en charge la création de commerce, quitte à, dans un second temps aussi, à leur proposer des commerces à loyer modéré pour le lancement de l'activité. Commerce test, exactement dans ce sujet-là. Donc on voit qu'il y a plein de trucs qui existent, mais je pense que tout ça, c'est pas bien bouclé ensemble et c'est surtout pas lisible pour justement le porteur de projet ou même celui qui a qu'une idée. Parce que on vient vous voir avec un projet, mais moi je pense à tous ceux qui se disent tiens, j'ai une idée de commerce, mais je sais pas par quel bout le prendre. Je pense qu'il y a, voilà, il y a cette phase d'amorçage qui est un sujet particulièrement important. Donc voilà ce que je retiendrai moi en conclusion et en prolongation de tout ça. Donc on a escamoté, mais c'était très bien qu'on puisse répondre aux questions et aux interrogations des uns et des autres. On a escamoté l'atelier. Et Carole et ses équipes disaient d'ailleurs aussi, vous avez besoin d'un accompagnement sur la création de derniers commerces et que finalement l'atelier qu'on devait faire là, vous pourriez très bien le faire avec les équipes aussi de l'agence, le cas échéant, si vous avez des problématiques particulières. Est-ce qu'on a été complet selon vous? Oui? Ça vous a intéressé? Carole, j'ai bien vu. Non, mais c'est juste plutôt un projet de voir s'il y a des réactions et des demandes encore qui s'expriment, si c'est pas le cas. Juste pour remercier déjà d'avoir accueilli cet atelier à Saint-Paul et sur le territoire. On a essayé de parcourir autour de ce cycle d'animation territoriale depuis le mois de septembre, de se poser dans plusieurs territoires de notre territoire d'intervention de l'agence. Le prochain se déroule le 6 mars à Bruy-la-Vissière. C'est sur un autre sujet, cette fois-ci, sur un thème qui est toujours bien sûr lié au sujet qui nous préoccupe, c'est d'implanter, de développer ces activités, ces services pour la population dans les territoires, mais là plus sous l'angle réglementaire, ça va être un petit peu moins... c'est un peu moins... oui, je ne sais pas comment dire. Moins créatif. Moins créatif, Quoique. À voir. Et puis surtout, vous donnez rendez-vous le 24 avril prochain, en soirée vers 18h à Lens, où on se propose de restituer la totalité des ateliers dans une contribution large et partagée avec tous les participants qui ont répondu présent tout au cours du cycle d'animation territoriale et l'ensemble des acteurs commerçants, évidemment, toutes les unions commerciales et les unions commerciales invitées, les commerçants qui ont pu y participer et essayer d'avoir une contribution qui permette aux territoires et aux élus de bâtir des projets qui fassent émerger de nouveaux développements pour les populations sur ces sujets. Voilà, donc le 24 avril à Lens. Le lieu, on vous le confirmera par messagerie, par mail ou sur notre site internet. Donc n'hésitez pas à nous consulter régulièrement pour qu'on précise le lieu à Lens qui n'est pas encore complètement arrêté. Et puis sinon, rappelez qu'on a filmé tous les ateliers, que tous les documents et les présentations qui sont diffusés à chaque atelier sont diffusables, sont accessibles sur notre site sans problème. Voilà. Donc, et puis, dernier petit mot qu'on m'a demandé de rappeler, c'est qu'on a petite collation pour ceux qui le souhaitent, juste à côté, à partager ensemble et puis surtout peut-être à poursuivre les discussions peut-être plus facilement que dans une instance d'auditoire comme là. Voilà, merci encore. En résumé, on a Ossobuco et produits vénézuéliens. Oui, c'est ça.